Chers camarades, les trois casquettes qui me reviennent de ministre secrétaire d'État à la communication et de membre du secrétariat exécutif national et de militant, ce soir, je préfère et je me contente de la dernière pour m'adresser à cette auguste assemblée, c'est-à-dire en tant que militant de l'Alliance pour la République. Je viens de Dakar avec le salut du président de la République et de notre parti, son Excellence, M. Macky Sall, qui m'a autorisé à venir vers vous parler d'un sujet extrêmement important, le plan Sénégal émergent. Il s'agit donc pour nous ce soir de parler du thème comprendre le PSE et faire comprendre le PSE. Donc mon propos se déclinera en deux axes. Parce que pour comprendre le PSE et le faire comprendre, il faut savoir pourquoi le plan Sénégal émergent. Pourquoi le plan Sénégal émergent? À cette question, je répondrai en disant que le 25 mars 2012, les Sénégalais décidaient de confier leur destinée à un homme de progrès, déterminé mais lucide et humble, un homme en qui ils se reconnaissaient dans leur majorité et continuent de se reconnaître, parce que dans un propos clairvoyant, il n'a cesse de les appeler sur le chemin du mieux-être, du Yoonu Yokkute. Cet homme s'appelle Macky Sall, président de la République du Sénégal et de notre cher parti, l'Alliance pour la République. Et parce qu'il est progressiste, déterminé et lucide, il a rapidement et en profondeur diagnostiqué l'héritage peu enviable que ses prédécesseurs lui avaient laissé. Quel était cet héritage? Un pays de près de 14 millions d'habitants, confronté à une forte dynamique de croissance démographique, 2,7%, même s'il a entamé sa transition démographique. Une population à dominante jeune, confrontée aux possibilités limitées d'accès aux services sociaux, de base et d'insertion dans le marché du travail. En somme, depuis plus de 5 décennies et notre accession à la souveraineté internationale, le Sénégal n'a connu que des taux de croissance économique très faibles par rapport à sa démographie. Ces contre-performances n'ont évidemment pas permis une réduction durable de la pauvreté. Dans l'ensemble, la diminution de l'incidence de la pauvreté s'est avérée particulièrement bas en milieu rural. Et cette situation contraste avec les objectifs affichés dans les documents de politique économique et sociale jusque-là adoptés. Alors, le président Macky Sall a compris que la perspective d'atteindre les objectifs de développement à l'horizon 2015, notamment en matière de réduction de la pauvreté, de baisse de la mortalité maternelle et infantile, d'amélioration du taux d'achèvement du cycle élémentaire et d'accès à l'assainissement n'a pas été réalisée. De même, la politique d'aménagement du territoire appliquée jusque-là s'est avérée inappropriée au regard de l'inégale répartition spatio-temporelle des populations, des activités économiques, des infrastructures et des équipements, entraînant ainsi une macrocéphalie de la région de Dakar et une concentration de l'essentiel des activités sur la frange ouest de et le centre du pays. La faiblesse de la croissance du PIB est expliquée en partie par les niveaux insuffisants de productivité. C'est des infrastructures de soutien à la production, les difficultés d'accès aux facteurs de production, c'est-à-dire aux intrants de qualité, la vulnérabilité de l'agriculture face aux aléas climatiques, la faible structuration des chaînes de valeur agropastorales, les problèmes d'accès aux fonciers et à des financements adaptés et des problèmes de gouvernance.
La morosité de l'économie est également imputable au retard dans la mise en œuvre des réformes dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement des affaires, l'insuffisante capacité d'impulsion de l'État et des problèmes d'efficacité de la dépense publique, ainsi que la résistance de certains acteurs au changement. Vous conviendrez avec moi que notre président n'est pas léniniste, mais sans doute, au regard de ce diagnostic effrayant, il s'est sans doute posé la fameuse question du fondateur de la défunte Union des républiques socialistes. Que faire? Et parce qu'il est déterminé et lucide, le président Macky Sall a trouvé réponse à son interrogation, c'est-à-dire procéder à des ruptures pour stimuler le potentiel de croissance, de créativité et d'initiative entrepreneuriale afin de satisfaire la forte aspiration des populations à un mieux-être. Cette aspiration à un mieux-être, notre président l'a déclinée en une vision qui est celle d'un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire dans un état de droit. Comprenez que cet homme qui fait notre fierté a décidé le Sénégal d'adopter un nouveau modèle de développement pour accélérer sa marche vers l'émergence. Sa stratégie dénommée Plan Sénégal émergent ou PSE constitue le référentiel de la politique économique et sociale sur le moyen et le long terme. Les orientations stratégiques qui guideront les initiatives à prendre pour traduire la vision du président Macky Sall en actions et résultats tangibles pour le bénéfice des populations s'appuient sur 3 axes. Le premier vise une transformation structurelle de l'économie à travers la consolidation des moteurs actuels de la croissance et le développement de nouveaux secteurs créateurs de richesse, d'emploi, d'inclusion sociale et à forte capacité d'exportation et d'attraction d'investissement. Cet axe 1 s'inscrit dans une option de développement plus équilibrée, de promotion de terroirs et des pôles économiques viables afin de stimuler le potentiel de développement sur l'ensemble du territoire. L'axe 2 renvoie à une amélioration significative des conditions de vie des populations, une lutte plus soutenue contre les inégalités sociales, tout en préservant la base de ressources et en favorisant l'émergence de théories viables. Last but not least, l'axe 3 ambitionne le renforcement de la sécurité, de la stabilité et de la gouvernance, de la protection des droits et libertés et de la consolidation de l'état de droit, afin de créer les meilleures conditions d'une paix sociale et de favoriser le plein épanouissement des potentialités. Voilà, en résumé, la phase théorique du plan Sénégal émergent. Présentement, chers camarades, comme il s'agit pour nous d'être ici, pour essayer de comprendre le PSE et de le faire comprendre, mon propos maintenant va s'articuler autour du deuxième thème, c'est-à-dire le PSE en termes concrets. Qu'est-ce que le PSE est aujourd'hui, 10 octobre 2015? Et j'inviterai les Cissé et les Samben qui sont un peu préoccupés par la cuisine à prendre peut-être note. Parce que la communication, c'est une communication d'ensemble. C'est-à-dire que c'est chaque militant qui communique. Parce qu'au-delà des titres et des charges, la seule chose qui vaille, qui est noble, c'est notre identité de militant. Attaché à la République, attaché aux idéaux du président Macky Sall. Alors, la mise en œuvre du PSE, qu'est-ce que ça veut dire? Pour le financement adéquat du PSE, les sources identifiées sont l'État, les partenaires techniques financiers ou PTF, et le secteur privé national et international, à travers le partenariat public-privé PPP, grâce à la création de conditions propices aux investissements. Le PSE est réalisé à travers un plan d'action prioritaire, dit PAP, quinquennal adossé aux axes stratégiques, aux objectifs sectoriels et aux lignes d'action de la stratégie. Le PAP se décline à travers des projets et programmes de développement inscrits dans un cadre budgétaire sur la période 2014-2018. La mise en œuvre diligente des réformes clés et des projets du PAP
permettra d'atteindre un taux de croissance annuel moyen de 7,1% sur la période 2014-2018, de réduire le déficit budgétaire de 5,4% en 2013 à 3,9% en 2018. Le déficit du compte courant serait ramené sous la barre des 6% en 2018 et le taux de l'inflation mesuré par le déflateur du PIB resterait en dessous du seuil communautaire fixé à 3%. Le PSE compte dans son plan d'action prioritaire 125 projets, dont 25 projets phares, ce qui a permis de dégager les besoins de financement pour la période 2014-2018 à un montant de 9 685,6 milliards, presque 10 000 milliards. Cette enveloppe, et tout ça sera disséqué parce que nous ne sommes pas comme ceux qui nous ont précédés, nous ne manipulons pas les milliards pour ne rien dire. Nous en parlons avec efficience et efficacité. Cette enveloppe comprend d'une part le financement acquis, qui correspond à l'ensemble des financements intérieurs et extérieurs acquis, projets et programmes en cours de mise en œuvre, et d'autre part le financement à rechercher qui porte sur les nouveaux projets et programmes. Le financement acquis d'un montant de 5 737,6 milliards de francs CFA provient de 3 sources. L'État, 3 218,6 milliards, c'est-à-dire 56,1%. Les partenaires techniques et financiers PTF pour 2056 milliards de francs CFA, soit 35,8%. Le privé pour 463 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 8,1%. Le gap de financement du PSE, je l'ai dit, le gap de financement du PSE s'élève donc à 3 948 milliards de francs CFA, dont, disséqués ainsi, 1853 milliards de francs CFA d'appui financier des partenaires techniques et financiers, 1111 milliards de francs CFA de participation du secteur privé dans les projets PPP, c'est-à-dire partenariat public-privé, représentant 70% des projets PPP, et 476 milliards de francs CFA de contribution de l'État, soit 30%. Et 984 milliards de francs CFA de l'État. À l'issue du groupe consultatif de Paris pour le financement du PSE en février 2014, les annonces de contribution attendues des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre du PSE s'élèvent à 3 729 milliards. 19 mois après le groupe consultatif de Paris, notez bien, 19 mois après cette importante rencontre, 96 conventions ont été conclues avec les partenaires techniques et financiers pour un montant total de 2327,1 milliards de francs CFA. Ce ne sont pas des chiffres en l'air. 19 mois, 96 conventions ont été concrétisées. Ce qui correspond à un taux de concrétisation des engagements de 62,4% par rapport aux engagements financiers nouveaux de 3 729 milliards des PTF. Comparé au gap d'un montant de 1853 milliards inscrit dans le PAP du PSE, le niveau de mobilisation des financements est très satisfaisant puisqu'il se situe à 126%. Notez bien ce chiffre, il se situe à 120%, 126%. Par ailleurs, sur la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013, les conventions de financement conclues ont porté sur un montant de 1135 milliards de francs CFA, avec 75% de prêts et 25% de dons. Au total, du 1er avril 2012 à ce jour, 10 octobre 2015, les conventions de financement conclues sont d'un montant de 3 400,1 milliards de francs CFA. Ce n'est pas un chiffre imaginaire. C'est un chiffre que vous pouvez opposer à tous les détracteurs du PSE. Et c'est des chiffres que personne ne peut démentir.
Chers camarades, on comprend mieux et apprécie à leur juste portée ces performances extraordinaires à l'actif de notre président que si on les rapporte à ce qui avait été fait avant son accession à la magistrature. Appréciez la comparaison et vous saurez définitivement que le président Macky Sall ne boxe pas dans la même catégorie que ses détracteurs, nos détracteurs. Ceux-là qui à longueur de journée polluent l'air de notre cher Sénégal. Je vous demande de noter ces chiffres que personne ne pourra démentir. En 41 mois, c'est-à-dire d'avril 2012 à octobre 2015, le montant des conventions de financement conclues par le Sénégal grâce à la crédibilité et à la vision du président Macky Sall s'élève à 3 462,1 milliards de francs CFA. En 132 mois, de 2000 à 2011, ceux qui ont voulu nous retourner à l'âge de la servitude en projetant un funeste projet de dévolution monarchique n'ont mobilisé que 3 799 milliards de francs CFA. C'est des chiffres qu'on ne peut pas contester. En 3 ans, 3 462 milliards. En 11 ans, 3 799 milliards de mobilisation. Donc 41 mois seulement pour réaliser 91% de ce que son devancier a fait en 132 mois. Alors, face à ces chiffres éloquents, le Walo que je suis, qui est né et a grandi à Richard Toll, au bord des deux fleuves Sénégal et Tawaï, aux eaux si douces, frontalières du Fouta, ose emprunter quelques mots à cette belle langue alpulaar, si chère à notre président, pour dire à nos détracteurs, Macky Sall, hono makka Allah. Il est donc clair que la mise en œuvre du PSE connaît aujourd'hui un bon élan pour assurer une croissance forte, créatrice d'emplois, porteuse d'un bien-être durable et équitable pour les populations. Je vais vous citer des projets qui ne sont pas des projets du passé, mais c'est des projets du présent et du futur. Des projets ont démarré en 2015, tandis que d'autres seront entamés en 2016. Il s'agit notamment du prolongement, notez bien, du prolongement de la VDN avec une deuxième et une troisième section, du projet de construction de l'autoroute Thiès-Touba, du prolongement de l'autoroute de Diamniadio à AIBD, de la construction de l'autoroute AIBD Mbour-Thiès, du train rapide Dakar-AIBD, du programme d'entretien routier, du développement de corridors céréaliers pour la concrétisation du programme national d'autosuffisance en riz, des projets d'agrégation ciblés sur les filières haute valeur ajoutée, du programme des domaines agricoles communautaires, de la zone économique spéciale regroupant des zones dédiées aux services d'export prêtes à l'emploi, des plateformes industrielles intégrées, du programme d'urgence de développement communautaire PUDC, du relèvement du plateau technique des établissements, de la construction et de l'équipement des hôpitaux de Sédhiou, Kédougou et Kaffrine, de l'achèvement des travaux de construction de tous les centres de santé en cours, la construction du siège du SAMU et le relèvement du plateau technique des structures sanitaires, du programme de réalisation de 300 forages, du projet sectoriel eau et assainissement, du projet d'assainissement de 10 villes secondaires, du projet d'assainissement de la Corniche Ouest, du projet de gestion des eaux pluviales phase 2, du projet de construction de la Cité du Savoir, de la création de l'Université virtuelle du Sénégal, du PACEP, projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base, du projet de construction de lycées professionnels. Last but not least, du projet de construction de l'USN, Université du Sine Saloum, El Hadji Ibrahima Niass, du projet de construction de l'IAM, Université Amadou Mahtar Mbow. Et chers camarades, permettez que je m'attarde sur ces deux projets sans commune mesure, car dans une cité sans savoir, la ruine rôde et toute volonté d'aspirer à l'émergence est vaine. Et notre président a compris cette sentence avant de se résoudre à en épargner le Sénégal. Savez-vous qu'en 2017, Inch'Allah, ces deux temples du savoir,
l'université El Hadji Ibrahima Niass et l'université Amadou Mahtar Mbow ouvriront leurs portes à nos enfants, à nos frères, à nos sœurs, à nos neveux, à nos nièces, à tous ceux qui sont d'avis que Django Douès, Djangi Douès. Mais aussi à ces autres étrangers qui vivent parmi nous pour reprendre la belle formule du président Abdou Diouf. Et n'eût été le président Macky Sall qui fait preuve d'un attachement quasi religieux à la bonne gouvernance et à la diminution du train de vie de l'État, jamais ces deux projets d'un montant total de 130 milliards de francs CFA, 65 milliards pour chaque université n'allaient voir le jour. En effet, au moment où je vous parle, quelques 20 milliards de francs CFA représentatifs d'avance de démarrage sont dans un compte de dépôt depuis 2014. Grâce à la crédibilité nouvellement acquise sur le marché international par le Sénégal, qui s'est débarrassé de ceux qui, aux commandes du pays, tentaient de perpétrer un génocide économique, un montage innovant a été fait avec des entreprises qui sont venues avec leur financement pour construire et livrer les infrastructures clés en main. Enfin, au moyen de moratoire, 5 ans pour l'université Amadou Mahtar Mbow, 7 ans pour l'USEN, le Sénégal remboursera avec des taux inférieurs à 3%. Avec l'USEN, ce taux est de 1,9%, ce qui est exceptionnel. Et comme le président de la République, Macky Sall, n'est pas ce chef d'État dans la politique, dont la politique était de brader l'international, de piller l'économie du pays, avant de tenter de nous imposer une dévolution monarchique du pouvoir, il a fait obligation à ces entreprises, à ces constructeurs de travailler avec des entreprises sénégalaises à qui revient le tiers du marché. Chers camarades, jusqu'à présent, nous pouvons dire que le Sénégal a 2 universités dignes de son nom. Parce que nous sommes magnanimes. Parce que la vérité, c'est que la première université, l'université Cheikh Anta Diop, nous l'avons héritée de la colonisation. La deuxième université, l'université Gaston Berger, et là, je vous donne encore des chiffres et des faits qui ne peuvent pas être démentis. Peut-être beaucoup dans cette salle ignorent que l'UGB a été initié par le président Senghor qui a posé la première pierre en 1974. Il a fallu attendre 7 ans pour que Abdou Diouf, son successeur, n'entame le gros œuvre. Et encore 9 ans pour que les travaux démarrent en décembre 1990. Et ce n'est qu'en 2000, avec le président Ouad, que le chantier a été totalement achevé. C'est-à-dire la seule université que nous avons 100% sénégalaise. Il a fallu 26 ans pour la construire, de 1974 à 2000. Et pour le départ, là où le président Macky Sall a économisé 20 milliards pour faire des avances de démarrage sur 2 universités, là pour l'IGB, nous l'avons démarré grâce à un don italien qui était dans le cadre du programme dit Commodity Aid 1. Et 20 Macky Sall en 2012. 3 années, 2 universités démarrées avec des moyens propres au Sénégal. Parce qu'il est déterminé et lucide, parce qu'il est viscéralement attaché à la préservation des deniers que lui ont confiés les Sénégalais, en 2 années, notez bien ces chiffres, en 2 années, entre 2012 et 2014, le président Macky Sall a fait économiser 12 milliards de francs CFA sur la facture de téléphone de l'État, qui est passée de 23 milliards à 11 milliards. Et cette économie, nous l'avons eue grâce à un plan d'austérité, grâce à un plan de transparence qui fait qu'aujourd'hui, tous les ministres, Abdoulaye Baldé comme moi-même, nous avons des portables escomptés. Nous avons une limite. Nous pouvons le consommer à 2 jours, en 3 jours si nous voulons. Nous pouvons fonctionner avec 3 mois. Mais il est clair que si ce qu'on nous attribue comme somme pour nos téléphones finissent, on pourra se débrouiller peut-être avec les diamonos ou je ne sais pas, les Kiren et autres. Donc ça, c'est les politiques d'austérité du président Macky Sall qui a fait que l'État du Sénégal paye 23 milliards par mois de téléphone. En 12 ans, il a fait économiser 12 milliards. Et retenez bien ce chiffre.
Le président Macky Sall nous fait économiser de 2012 à 2014 12 milliards sous l'ancien régime. Le même montant, 12 milliards, a été tiré des deniers des Sénégalais pour payer les promenades en jet privé d'un prince héritier. Finalement et heureusement qui a été déshérité par le suffrage universel le 25 mars 2012. Et aujourd'hui qu'ils doivent rendre compte à la justice, on nous parle de ses droits à lui de l'homme. Et nous, n'avons-nous pas des droits? Parce que je vais résumer un peu la scène en Wolof. C'est comme si benn nit ñëw ci kër gu ndóol parce que Sénégal c'est un pays pauvre dafa ndóol fekk yaay papa doom maam nga ñëw romb ubbi waxande maam bi yëkkati sëru dënk yi jël économie yi fa defoon dugal sa poos romb këf dépense bi passe taxi passé ko taxi amuñu doole mënuñu la song mënuñu la topp mais kenn ci biir njaboot bi ëllëg yàlla def ko mu falu ñu woo kooku ni ko kaa rendre compte fekk diggante bi passé na voilà da ngeen violer sama droit parce que gisu leen dara mais pourtant bi ñu koy def ñëpp teg seen bët parce que loolu duñ ko weddi Macky Sall économiser na 12 milliards boole ci leneen lu mu économiser tabaxal ñu ay université ñiy jël 12 milliards loué ko avion entre 2004 et 2012 donc y a-t-il pire atteinte aux droits de l'homme dans un pays pauvre comme le Sénégal que de piller les maigres ressources publiques? Toujours au chapitre de la diminution du train de vie de l'État, notre président, sans humilier personne, parce qu'il n'est pas de sa nature d'humilier les gens, a mis fin à des privilèges indus qui grevaient le budget de l'État en s'attaquant à la problématique des logements conventionnés. Et ainsi, en une année, il a fait économiser au Sénégal 15 milliards de francs CFA sur les logements conventionnés. 15 milliards. Qui dit mieux? Moi, je répète encore, Macky Yono Mako Allah. Chers camarades, des chiffres, je vais encore vous en donner, que ces marchands de terre, bradeurs du domaine national hier, aujourd'hui vendeurs de sable et de poussière ne pourront pas démentir, qu'ils n'oseront pas démentir. En termes d'investissement consacré à l'université, à l'enseignement supérieur, depuis 2012 et jusqu'en 2017, dans 2 ans, le président Macky Sall mettra 302 milliards dans l'enseignement supérieur. Grâce, entre autres, des investissements qui naturellement boosteront le niveau de l'enseignement supérieur au Sénégal. Grâce, entre autres, aux constructions de 5 ISEP, Instituts supérieurs d'enseignement professionnel, financés par la Banque mondiale à Thiès, dont la construction est très avancée, par la coopération coréenne à Diamniadio, par l'Agence française de développement à Bignona et Richard Toll, et par notre budget consolidé d'investissement à Matam. Et savez-vous, là où le président Macky Sall a commencé à mettre, pour arriver en 2017, 302 milliards en 5 ans, en termes de comparaison, savez-vous combien le Sénégal a mis dans l'enseignement supérieur de 1960 à 2012? En 52 ans, combien de milliards le Sénégal a mis? Moins de la moitié que ce que le président Macky Sall a mis. De Senghor à Abdoulaye Wade, on a mis en termes d'investissement que 145 milliards en 52 ans. Le président de la République a mis 302 milliards en 5 ans. Aujourd'hui, avec le président Macky Sall, on peut parler de tous ces milliards de francs CFA investis sans donner le tournis aux Sénégalais, car ces milliards serviront à concrétiser l'émergence de notre pays. Ce ne sont pas des deniers qui empruntent des voies de contournement pour enrichir illicitement une caste. Rendez-vous compte que ce qui caractérise notre président, là le terme n'est pas assez fort, ont brûlé 98 milliards de francs CFA pour l'organisation d'un FESMAN, Festival mondial des arts nègres. 98 milliards de francs CFA.
Et qu'est-ce qu'ils ont laissé de ces 98 milliards? Pas une tente, pas une brique de ciment. 98 milliards dépensés pour un Fesman. Pas une tente, ni à Dakar, ni à Diourbel, ni à Ziguinchor, nulle part. 98 milliards brûlés. Quant à notre président, avec un peu plus de 60 milliards en 11 mois, il a doté le Sénégal du centre de conférence le plus moderne du Nil à l'Afrique du Sud, de l'Égypte à l'Afrique du Sud, le centre de conférence le plus moderne. Voilà ce qu'on appelle un effort sans commune mesure. Et notre président, qui est un adepte de l'État, attaché à sa continuité, s'est attelé même à doter d'infrastructures les universités de Bambey, Ziguinchor et Thiès, léguées par son prédécesseur, mais qui n'avaient d'université que le nom. Je m'en vais conclure, chers camarades, pour redire que les 3 axes de la stratégie du PSE permettront, par leur synergie et leurs effets convergents et cumulatifs, de créer les conditions de l'émergence. Pour atteindre les objectifs du PSE, il est impératif de réunir les conditions préalables ou les fondements de l'émergence liés au règlement de la question vitale de l'énergie, à la mise en place d'infrastructures de dernière génération pour le soutien à la production, à l'amélioration de l'environnement des affaires, au renforcement du capital humain ainsi qu'à la satisfaction des besoins de financement de l'économie. La réussite du PSE exige de fortes capacités d'impulsion de l'État et un leadership affirmé. Le gouvernement engagera à cet effet un programme accéléré de réforme pour la modernisation de l'administration publique, pour l'adapter aux exigences de performance induites par la stratégie. Car sans nul doute, il nous faut rompre avec une administration de commandement pour aller vers une administration de développement. De manière urgente, des réformes clés seront menées d'ici 2016 pour améliorer substantiellement l'environnement des affaires. Elles porteront en particulier sur l'autonomisation des procédures administratives, la mise en place d'un dispositif fiscal et juridique incitatif et simplifié, l'amélioration de la compétitivité des facteurs de production et la promotion de l'investissement à fort impact. Ces réformes devront également être accompagnées par une diplomatie économique proactive, un approfondissement de l'intégration pour renforcer la stabilité régionale et saisir les opportunités offertes par les marchés extérieurs. Last but not least, le gouvernement favorisera une plus forte implication des Sénégalais de la diaspora dans les efforts de développement national. En somme, chers camarades, soyons optimistes, soyons convaincus que le Yakar, l'espoir qui hier avait fondé notre engagement à annihiler la tentation monarchique doit rester intact. Vive le Sénégal, vive la République, vive le président Macky Sall. Merci.